Aujourd'hui, Élan d'artiste part à la rencontre de Younes Baba Ali. Cet artiste crée principalement des performances et des installations. Performance et installation. Ce sont à nouveau des termes que je ne saisis pas. Sont cela des disciplines artistiques spécifiques ? Younes devra commencer par nous l'expliquer. Cet artiste ose s'attaquer à des sujets très sérieux et très sensibles, avec beaucoup d'humour et de subtilité. La question migratoire, l'économie parallèle, le tourisme sexuel ou encore notre rapport à la religion, ce sont des problématiques qu'il traite en toute liberté, sans hésiter à nous confronter à leurs ambiguïtés. Cela dit, pourquoi nous mettre face à leurs contradictions ? En quoi cela nous aide à nous sensibiliser ? Et au fond, peut-on rire de tout ? Élan d'artiste en discute dès maintenant avec Younes Baba Ali. Élan d'artiste, Alix 2-1. Younes Baba Ali, bonjour. Bonjour. Vous êtes réputé comme étant un artiste libre-penseur qui pratique un art dérangeant et plutôt engagé dans la mesure où il interroge la société sur des questions politiques particulièrement sensibles, dont les principales sont celles de la migration, de l'intégration, de l'identité et de la religion. Pourquoi avoir choisi ces thématiques ? Je ne choisis pas forcément mes thématiques. Je me considère un peu comme un artiste alchimiste. Je prends un peu position par rapport à des choses que je vis, par rapport à des choses qui m'entourent. Et je réagis à ma manière en tant qu'artiste, avec mon regard. Les thématiques de migration, les thématiques sociétales, c'est des choses qui me concernent en tant que citoyen, en tant que migrant. Je suis d'origine marocaine, grandi en France, maintenant basé en Belgique. Donc la question de la migration est très importante dans mon propre parcours. Et c'est quelque chose que je questionne, que je développe à ma manière artistiquement. On pourrait donc dire que vous avez choisi de traiter ces thématiques en fonction d'une histoire personnelle. Est-ce que vous souhaitez nous la partager ? Bien sûr. Moi, je suis né au Maroc en 86. Je suis parti assez jeune. J'ai quitté le Maroc, Oujda précisément, ma ville natale, qui est une ville frontalière avec l'Algérie, à l'âge de 4 ans et demi avec ma mère. On a migré vers la France, vers Nantes, où j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Puis j'ai pu faire le tour un peu de la France via mes études. Je suis parti à Strasbourg, puis Aix-en-Provence, vécu à Marseille, avant d'atterrir à Bruxelles il y a 10 ans, une dizaine d'années, presque 12 ans maintenant. Je me sens moi-même comme un espèce d'oiseau migrateur qui suit un peu le flux aussi par besoin, par nécessité. Je vis constamment depuis mon plus jeune âge entre au moins 2 territoires, si ce n'est 3. J'ai toujours vécu soit entre le Maroc et la France. Actuellement, je passe beaucoup de temps au Sénégal, à New York, pour le travail, et toujours avec une base qui est Bruxelles. Voilà, donc la question de déplacement, pour moi, elle est très importante. Je ne suis pas quelqu'un de sédentaire, j'ai vraiment besoin de me déplacer, j'ai vraiment besoin de voir ce qui se passe ailleurs. C'est aussi une manière de me ressourcer, mais aussi de me nourrir intellectuellement, d'expérience, socialement, culturellement. Et c'est là où j'interviens en tant qu'artiste. On va dire que j'absorbe un peu ce qui m'entoure et j'y réagis d'une manière ou d'une autre. Disons que les sujets sont très variables, comme on dit. Elles ne sont pas limitées à la question de la migration, des questions politiques, elles peuvent être aussi économiques ou écologiques, selon des sensibilités, des choses que je perçois un peu dans mon voyage, dans mon parcours, qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de partager, que j'ai envie d'explorer, d'approfondir artistiquement et de le partager avec un public. Vous exercez une technique qui est particulière, c'est l'installation et la performance. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que c'est ? Bon, la performance, je ne la pratique pas directement. Je ne suis pas un performeur, je ne suis pas un artiste performeur, je ne suis pas quelqu'un qui est très à l'aise avec son corps et sa personne, surtout publiquement. Et c'est quoi la performance ? Alors la performance, ça peut se rapprocher de l'art de la scène. La performance peut prendre plein de formes, ça peut être sonore, ça peut être gestuel, par le corps, ça peut être via des objets. C'est un acte artistique qui a un concept derrière, donc une idée qui veut être partagée, mais qui prend la forme d'une action avec un public autour qui peut être invité ou qui peut être aussi un public improvisé. Il peut y avoir une performance dans un musée ou une performance dans l'espace public sans même être communiqué. Donc c'est une forme assez contemporaine, on va dire. On dit ça, mais en fait la performance, je pense, c'est comme le théâtre en fait. C'est une manière d'être créatif avec son corps et ce rapport direct avec le public aussi, un rapport très direct. Ça se rapproche à l'arsenic plus ou à la musique.
On est dans un rapport temporel instantané. Donc D'accord. on a aussi la réaction du public qui est instantanée. Et donc vous ne pratiquez pas vraiment la performance. Qu'est-ce que vous pratiquez donc? Je pratique la performance, mais je ne la pratique pas par moi-même. C'est-à-dire que D'accord. je mets en place des performances, mais je ne performe pas moi-même. Je travaille avec des gens, je travaille avec beaucoup de personnes. Voilà, ça m'est arrivé de travailler avec des vendeurs ambulants, avec des lutteurs, avec des vrais performeurs professionnels, à qui je propose disons, je mets en place un concept de performance, et c'est eux qui l'appliquent, c'est eux qui l'exécutent à leur manière. Donc il y a aussi une part de liberté, c'est que je ne suis pas un chef d'orchestre, je propose quelque chose et je vois aussi comment la personne l'interprète à sa manière. C'est une autre manière de faire qui me convient aussi, parce que ça me permet de jongler entre les médiums, de ne pas me limiter à un médium. Voilà, j'ai toujours été intéressé par la performance, mais je n'ai jamais été capable de le faire moi-même. C'est aussi une manière de travailler avec d'autres personnes qui sont plus aptes à le faire et de développer mon travail, mes idées sous une autre forme. Vous parliez de vendeurs ambulants qui pourraient être donc des performeurs. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer cette œuvre? J'ai travaillé beaucoup sur la question de l'économie parallèle, de l'économie noire, l'économie grise, on peut appeler ça comme on veut. Une économie qui n'est pas formelle, qui n'est pas déclarée, on va dire, entre parenthèses. Une économie qui est aussi très liée à ma culture d'origine, à mon pays d'origine, au continent africain où je travaille beaucoup. Voilà, je travaille beaucoup au Sénégal, je travaille aussi au Congo, en Afrique du Sud, au Maroc. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, cette économie qui est une économie de bricolage, on va dire, mais qui est essentielle. Qui est essentielle parce qu'elle fait partie... dans certains pays, c'est une économie, si elle n'existe pas, beaucoup de gens mourraient de faim ou n'auraient pas de quoi se loger ou quoi que ce soit. Et ça s'est ressenti beaucoup aussi pendant la pandémie, par exemple, où les vendeurs ambulants, les vendeurs de rue, qui ne pouvaient plus avoir une activité dans la rue, eh bien, ils ne savaient plus rentrer d'argent chez eux et c'était très compliqué. Ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas de sécurité sociale. Donc, ce sont des gens qui se débrouillent le jour et qui vendent des produits selon la demande, selon le contexte, selon même les saisons. Donc, j'avais fait un projet en particulier qui s'appelait « Vous compra », qui veut dire de manière assez péjorative « toi acheter » en napolitain, qui est un terme que les Napolitains utilisent pour désigner les vendeurs ambulants, qui sont des migrants clandestins, des personnes qui sont là illégalement et qui... pour survivre quotidiennement, achètent et vendent des bricoles. Je dirais même des chinoiseries, parce que c'est beaucoup d'objets qui viennent de Chine, via le port de Naples, d'objets qui sont utiles, inutiles, des lunettes, des sacoches, beaucoup de fausses marques, par exemple, des objets de contrebande. Dans le cadre de ce projet-là, j'ai travaillé avec différentes personnes. J'ai eu la chance de faire une résidence à Naples, et de travailler avec une association basée à Naples qui était initiée par des migrants eux-mêmes qui ont vécu cette expérience d'arriver dans un nouveau territoire, de faire leur place, d'apprendre la langue, de trouver du travail, de trouver un logement, et qui ont créé cette association pour pouvoir aider les nouveaux arrivants. Donc grâce à cette association, j'ai pu rencontrer différents profils de personnes avec qui on a commencé à mettre en place une performance ensemble. Une des performances s'appelait Pulizia, qui veut dire nettoyer ou nettoyage. Pulizia, donc c'est un jeu de mots. C'est pas un jeu de mots parce que le mot existe en italien, mais j'avais travaillé sur l'identité visuelle de la police. D'accord. Donc Polizia, avec un O, en créant une espèce de fausse compagnie de nettoyage qui vient questionner un peu cette question de nettoyage physique, territorial, mais aussi humain, sociétal. Et donc j'ai créé cette fausse compagnie, j'ai invité trois personnes à porter ces blouses avec ce logo qui a confusion entre l'identité visuelle de la police et Pulizia, ce terme de nettoyage qui a une espèce de logo d'une boîte d'une compagnie de nettoyage, mais qui n'existe pas, qui est complètement fictive. Et je les ai invités à nettoyer l'espace public à Naples et voir comment les gens réagissaient à leur action. On a commencé dans les gares, on a commencé dans les trains, on a commencé dans les sas de banque, dans la rue. Et donc, eux étaient dans l'action de nettoyer avec des outils. Ils circulaient et puis les gens les regardaient, bien, mal, réagissaient. Donc là, on est dans une performance, on est dans un acte instantané, parce qu'on a des réactions instantanées aussi.
On a eu des réactions intéressantes, on a eu des réactions surprenantes, on a eu beaucoup de regards. Naples, c'est une ville où les gens ont un regard très dur. C'est une ville qui n'est pas facile. C'est une ville qu'on appelle aussi la porte de l'Afrique, dans le sens en territorial, migratoire, mais aussi dans les mentalités. C'est une ville du Sud, bien du Sud, limite pauvre, limite... voilà, c'est une ville qui a plusieurs strates. D'accord. Et donc, le regard de la population napolitaine sur cette action était très intéressante, et c'est ce qui m'intéressait. C'est-à-dire les jugements, les propos, les comportements entre les Napolitains sur cet acte de voir des étrangers nettoyer l'espace public, et cette confusion avec ces blues qui auraient pu être la police, même la police criminelle qui nettoyait après une scène, et qui viennent un peu questionner de qu'est-ce qui doit être nettoyé et par qui. Auriez-vous un propos concret à nous partager ? Oui, il y a une réaction qui m'a assez surpris. Je crois que c'était devant une gare au centre de Naples. J'ai pu entendre deux personnes qui disaient l'un disait à l'autre, regarde, eux ils viennent, parlant d'eux en tant qu'étrangers, ils viennent ici et ils ont déjà trouvé du travail. Naples est une ville tellement dure que trouver un travail officiel, c'est compliqué, et que même le travail de nettoyeur est un travail qui est recherché même par les populations locales. Je travaillais aussi sur le statut du nettoyeur, parce que dans beaucoup de pays, en Occident, la personne qui nettoie est souvent la personne qui vient d'étranger. Ouais. C'est un peu le travail de bas échelle, même si c'est pas un terme à dire, mais voilà, c'est un peu le travail qu'on va donner plus à l'étranger qu'à son propre peuple. Et cette réaction m'avait choqué, de voir que eux-mêmes tenaient à ce type de travail, tellement c'était la galère sur place, quoi. D'accord. Une des caractéristiques de votre œuvre, c'est de faire participer le public. Pourquoi ? Pour moi, l'art sans public n'existe pas. On peut poser un tableau dans une salle, s'il n'y a personne pour le regarder, il n'existe pas. C'est des questions que je me suis posées même dans mon cursus, dans mon parcours. Donc avant d'en arriver à ma pratique actuelle, j'ai fait de la peinture, j'ai fait de la photo, j'ai fait du graphisme, j'ai travaillé devant des ordinateurs, sur un bureau, dans un atelier, à peindre pour moi-même. Et à un moment donné, voilà, c'est aussi là où il y a une transition dans mon travail. C'est que j'étais un peu frustré de ce rapport un peu solitaire, un peu du stéréotype de l'artiste dans son atelier. Et j'avais vraiment besoin d'interaction, en fait. J'étais vraiment un peu en crise personnelle, identitaire, mais aussi en crise, de se rendre utile un peu, de se demander qu'est-ce qu'on fait, comment on peut encore servir en tant qu'artiste dans la société. Ouais. Et je pense qu'à un moment donné, du jour au lendemain, je me suis un peu jeté dans la gueule du loup, et je me suis dit, bon, moi, je veux m'adresser à la population, je veux m'adresser à un public, je veux m'adresser à des gens, savoir ce que je fais, est-ce que ça a du sens. J'avais envie vraiment d'être dans un rapport plus interactif, plus direct avec le public. Ouais. Ce qui m'a ramené à faire donc, du son, de la vidéo, de l'installation, de la performance, de travailler dans l'espace public. J'ai besoin d'être au contact des gens, j'ai besoin d'être au contact d'une société, de comportements, pour réagir à ça. Et c'est vrai que ça fait écho en fait à une phrase que vous m'avez dite. Vous m'avez dit « Je ne suis pas intéressée à faire de l'art pour une élite, mais pour parler le même langage que mon audience. L'humour ne demande pas aux spectateurs d'avoir de la connaissance sur l'art pour le déchiffrer. » C'est vrai que vos œuvres, généralement, sont teintées d'humour. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une des œuvres un petit peu drôles que vous auriez faites ? L'humour, c'est un langage que j'ai découvert. En fait, c'est quelque chose, je pense, c'est culturel aussi, l'humour. Culturel, voilà. Pourquoi ? En tant que Marocain, on essaie de rigoler, même si la vie est dure. On essaye toujours de prendre un peu les choses sous un autre angle, de rire un peu de ses malheurs. Et puis, en venant en Belgique, ça a été encore plus... Il y a aussi la dérision belge que j'adore, de l'humour noir. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire. En fait, je ris un peu de nos malheurs, ou de mes malheurs que je partage avec la société, mais aussi des malheurs qu'on vit tous ensemble, chacun dans son coin. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, il faut digérer les choses et avancer. Sinon on peut passer notre vie à se morfondre sur soi-même et ne pas avancer. Non, l'humour, je pense que c'est un langage aussi populaire. C'est un langage qui me permet toujours d'être proche du public. On peut rire de tout, on peut rire de
Bon, on dit qu'on peut rire de tout, mais pas vraiment, mais ça dépend à quelle sauce, on va dire. Ouais. Donc j'essaye moi-même de trouver le juste équilibre pour rire de choses. Et voilà, moi j'ai une expression que j'utilisais, j'avais fait mettre tout un mémoire là-dessus quand j'étais étudiant, c'est « nous serons sérieux de la manière la plus ironique ». C'est parler de choses sérieuses, mais avec ironie, ça passe mieux. Ouais. Donc on peut parler de problématiques sociétales, de problèmes écologiques, de problèmes de migration, avec de l'humour, ça passe. Vous dites souvent poser les questions du tabou, de la censure, en essayant d'être le plus juste possible. Oui. Le plus juste possible, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu de votre part. Est-ce que vous auriez un exemple d'une des œuvres qui illustre un peu cet objectif que vous vous êtes donné ? J'essaie d'être juste à ma manière, parce oui. qu'on n'est pas juste aux yeux de tout le monde. Bien sûr. Je joue un peu un rôle particulier en tant qu'artiste, en tant que migrant, en tant que... Je me permets des choses. Mm-hmm. Je m'approprie la liberté d'être un artiste. Mm-hmm. Je joue des codes d'être marocain, européen, belge, franco, je ne sais quoi. Mm-hmm. D'ailleurs, moi-même, je me situe pas. Ouais. On essaie toujours de me catégoriser ou de me classifier ou de me donner une origine ou un tampon sur le dos. C'est quelque chose que je n'accepte pas. Ouais. Pour moi, je suis en perpétuelle évolution, en perpétuelle crise, en fait. Et il y a une pièce en question qui traite de tabous, qui traite de réalité, qui traite de problématiques sociétales et politiques, par exemple, être et ne pas avoir. On est dans une vidéo qui a été tournée à Charleroi, dans un intérieur, une intimité d'une personne. C'est un portrait anonyme où on voit des plans d'intérieur, des papiers, des verres, des cigarettes, jamais la personne. Et au fond, on a cette personne en fait qui explique un peu le système social belge, qui explique un peu les cas de figure, soit on est un citoyen européen, soit on est un citoyen étranger, comment on peut recevoir une carte d'identité en Belgique, avoir accès à des aides sociales, le CPS, la mutuelle, etc., etc. C'est presque une espèce de mapping stratégique des aides sociales belges avec ces failles qui sont réelles et qui sont problématiques aussi. C'est une pièce que j'ai faite aussi parce que je suis passé par là. Je suis venu en tant que jeune diplômé français sans statut en Belgique. J'essayais de trouver un peu ma place ici socialement, d'avoir un statut, voir si j'allais être indépendant, artiste ou quoi que ce soit. Et donc, je me suis aussi retrouvé un peu dans toute l'administration belge à comprendre, voilà, qu'est-ce que je peux avoir comme aide, comment je peux être aidé, quel statut je pourrais avoir, etc. Donc, j'ai passé quelques années un peu dans cet océan administratif belge. Et j'ai rencontré des gens et j'ai entendu dire des choses, etc., etc. Et j'ai voulu un peu montrer ça, en fait, montrer cette partie qui est connue et qui n'est pas discutée, dont on ne parle pas publiquement, mais ce système qui crée aussi des nouvelles formes de migration. Là, on parle, par exemple, de tourisme social. Ouais. Donc, des Européens de l'Est ou du Sud qui vont migrer vers des pays européens qui ont un statut social qui est beaucoup plus développé et qui vont en profiter d'une manière ou d'une autre. C'était une pièce, voilà. Je ne savais pas comment les gens allaient la recevoir. Ouais, c'était un peu une petite bombe. C'est sensible. C'est sensible. Et j'ai vu beaucoup de réactions où les gens étaient OK. En fait, on sait bien de quoi on parle, qui digéraient la chose, mais qui n'osaient pas se prononcer. Et donc, voilà, ça remue un peu le nid d'abeille. Est-ce qu'on vous a parfois empêché d'exercer votre art, que ce soit dans l'espace public ou dans un musée ? Ça m'est déjà arrivé d'être censuré, pas en Belgique, mais au Maroc. Ah oui. Au Maroc, sur 2 pièces pratiquement. Une pièce qui s'appelle Kamikaze, qui est une charrette pleine de bonbonnes de gaz, qui est plutôt une sculpture, une installation. C'est un objet qui est très commun dans l'espace public marocain, en fait. Il n'y a pas de gaz courant, tout le monde travaille, utilise des bouteilles de gaz. C'est un vrai problème de sécurité nationale. Donc c'est une pièce que j'ai créée à une période où il y avait beaucoup de tensions sur les questions de terrorisme en Europe, entre le Maroc et l'Europe. Et c'était une manière un peu ironique pour moi de donner un espèce de DIY, c'est-à-dire un objet do-it-yourself, pour être kamikaze du jour au lendemain, quoi. Mais voilà, il y a de l'ironie là, dans cette pièce-là, il y a beaucoup d'ironie. Et donc cette pièce-là, par exemple, elle a été censurée à l'ouverture du musée d'art contemporain de Rabat, le musée Mohamed VI. Donc c'est le musée
royal, donc du palais royal du Maroc. Oui. Je n'étais même pas au courant, en fait, jusqu'à ce que je vois des photos, des vidéos de l'ouverture, et puis je vois pas ma pièce. Et j'ai jamais été informé. En fait, du jour au lendemain, elle a disparu lors de la visite du roi, quand il a inauguré le musée. Ouais. Voilà. Mais ça m'est aussi arrivé avec une autre pièce, encore une fois au Maroc, cette pièce qui s'appelle Moroccan Anthem. Donc c'est un portrait d'un ânier, donc un conducteur d'âne, qui est un métier très très populaire au Maroc, qui est aussi un peu le métier du bas de l'échelle un peu de la société. C'est un peu un survivant, quoi. Il a que son âne pour travailler quotidiennement, pour survivre. Donc il utilise son âne pour transporter du matériel, pour du ciment, des briques, etc. etc. Ce sont des gens qui font pratiquement partie du décor, on les voit presque plus en fait. Tellement ils sont à l'abandon, ils sont un peu abandonnés par la société. Donc c'est le portrait d'un ânier qui chante l'hymne marocain en claquement de langue, comme ça, qui est le langage qu'il utilise pour communiquer avec sa bête. Okay. C'est un langage qui est utilisé beaucoup encore maintenant, même en Europe du Sud, en Italie, en Grèce, pour donner des ordres à l'âne. Donc c'est un portrait où on voit cet ânier sur son âne avec sa charrette derrière, qui chante l'hymne marocain en claquement de langue, et on voit l'âne qui réagit, lui qui le retient. Il y a cette espèce de tension entre les deux, entre l'ordre qui est donné et le maintien, qui est pour moi une métaphore un peu de la société marocaine. Donc c'est une pièce aussi qui est mal passée, qui n'a pas pu voir le jour, qui a été censurée dans différentes expositions, festivals au Maroc même, mais qui a pu circuler dans le monde entier. Vous dites aussi un petit peu critiquer la marchandisation de l'art. Pourquoi ? Le monde de l'art actuel est quand même très manipulé par la valeur de l'objet, par l'intérêt économique qu'il y a autour de l'œuvre. Beaucoup de spéculation même sur l'artiste même. Ça devient problématique. Ça fait un énorme fossé entre le monde de la culture, qui devrait être accessible et ouvert à tout le monde, et l'objet d'art, qui devient un objet mercantile, que les gens vont posséder dans l'espoir de revendre plus cher, etc. etc. Et ça joue aussi sur les artistes, en fait, sur la créativité. Moi, ça a été un challenge, un dilemme. J'ai commencé à travailler avec des galeries très très jeunes, juste après être diplômé. Et ça a été une expérience, ça m'a refroidi aussi. Ouais. Parce que j'ai vu le rapport que les galeristes, que le monde de l'art avait sur l'artiste même, sur sa créativité, sur les objets qu'il produisait. Il fallait qu'on rentre dans quelque chose de solvable, quelque chose d'esthétique, quelque chose qui pouvait finir dans un salon, etc. Mais moi, c'était pas du tout ma pratique. Au contraire, moi, c'était vraiment dans mon propre travail. C'était re-questionner même ce statut de l'objet d'art en soi. Qu'est-ce qu'un objet d'art ? Enfin, pour moi, c'est une perpétuelle question. Ce qui m'a poussé aussi à faire des objets, faire des installations, faire des œuvres qui sont même immatérielles ou voire éphémères. Et ça fait écho un petit peu à une autre phrase que vous avez dite. Vous dites « Mes œuvres ne sont jamais vraiment finies, je n'aime pas ça, je n'aime même pas parler d'œuvres ». On est de nouveau dans cette critique de la marchandisation de l'art. Oui, mais aussi de l'œuvre non figée. Enfin, en fait, j'aime pas l'idée que les choses soient fixes. Pour moi, tout peut évoluer. Dans mon travail, je reprends souvent des œuvres que j'ai faites il y a plusieurs années, que je refais d'une autre manière, que je revisite, on va dire, parce que mon regard a mûri, parce que je travaille dans un autre contexte, parce que j'ai des moyens de les développer d'une autre manière. On est presque dans une recherche perpétuelle, en fait. C'est à l'image de ma personne et à l'image de mon histoire et de mon expérience. Pour moi, mes œuvres, elles vont évoluer avec moi. Elles vont mûrir, elles vont peut-être pas être comprises ou pas au bon moment, ou peut-être que je dois devoir les revisiter pour qu'elles soient mieux comprises, ou selon le contexte, de les ajuster, de les adapter par rapport au public à qui je m'adresse aussi. Vous avez un exemple d'une des œuvres que vous avez déclinées ? Ending Your Life Under the Sun, qui est un cercueil avec un système de solarium à l'intérieur. Ending Your Life Under the Sun, qui signifie finir sa vie sous le soleil. La première fois que je l'ai réalisé, c'était au Maroc. Donc déjà, c'était assez épique comme expérience, parce que fabriquer un cercueil chrétien dans un pays musulman, c'était un peu la galère. Donc on a eu pas mal d'aventures. La pièce a vécu en soi toute une histoire, donc on a quand même réussi à l'exposer. C'était dans le théâtre royal de Marrakech. Cette pièce-là, en fait, donc ce cercueil ouvert avec ses lampes UV qui brillaient, c'était un clin d'œil sur la question de migration inversée, sur ces populations occidentales, européennes, qui migrent vers le sud pour finir leur jour au soleil. Des retraités, des gens qui veulent profiter de la fin de leur vie et qui vont migrer vers le sud de l'hémisphère, en Amérique du Sud ou en Afrique. On parle souvent de migration sud-nord, mais très peu de la migration nord-sud, qui est un phénomène très présent et aussi
très problématiques. Par exemple, à Marrakech, problématique économique. Les locaux ne savent plus se loger dans leur propre ville. La Médina ont pratiquement été tous privatisés, les loyers sont devenus chers. Des fois, il y a carrément des quartiers on peut même plus y accéder parce que les propriétaires occidentaux ont décidé de mettre des barrières et de mettre des gardiens devant, donc on peut même plus passer dans des rues publiques, quoi. Oh. Et des problématiques aussi éthiques et sociétales, comme la prostitution. Marrakech est une ville où il y a un gros problème de tourisme sexuel, qui est aussi beaucoup lié aux communautés occidentales qui viennent à Marrakech pour consommer du sexe, que ce soit, disons, hétéro ou bi, ou même la pédophilie. Enfin, voilà, ça va assez loin. Wow. Ouais. Socialement, on le sait tous, mais personne n'en parle. D'accord. Le Maroc, c'est très bien. On sait très bien comment ça se passe. Tout le monde sait. C'est devenu une des premières destinations au monde, parce qu'il y a aussi la proximité, il y a aussi la facilité avec la langue. C'est touristique, il n'y a même pas besoin d'un visa pour aller au Maroc. On a des low cost qui nous ramènent de toute l'Europe jusqu'à là-bas, même pour un week-end. Donc voilà, ce sont des problématiques, moi, qui me touchent énormément. Oui. Et j'ai voulu en parler via cette pièce-là. Ce cercueil lumineux, métaphoriquement, qui parle de cette idée de mourir au soleil, de mourir dans le confort, qui vient un peu problématiser cette migration qui n'est pas du tout médiatisée, qui n'est pas du tout mise en valeur. Et vous l'avez déclinée, elle a évolué au fil du temps. Elle a évolué au fil du temps. La première édition que j'ai faite, elle a carrément disparu. Elle a été vandalisée, détruite, puis volée. Ah oui, par les autorités Non, voilà, des histoires de galeristes. D'accord. Et donc, voilà, elle a disparu. Et puis, j'ai eu la chance, il y a 2 ans, d'avoir été invité par Stéphanie Pécourt, la directrice du Centre Wallonie-Bruxelles de Paris, pour organiser une exposition personnelle à la BF15 à Lyon, où j'ai fait tout un projet qui s'appelait Dégrisement, qui était un projet de recherche autour de questions de la foi, de la croyance, mais sous toutes ses formes, spirituelles, religieuses ou de superstition. Donc j'ai pu aborder un peu dans mon travail ces questions qui reviennent assez souvent parce que je suis d'origine musulmane, grandi dans un contexte judéo-chrétien. Je me suis posé plein de questions sur mon rapport à la religion. Je me suis intéressé au bouddhisme. Et puis, en tant qu'artiste, si on ne croit pas en soi, on n'existe pas non plus. Ouais. Donc, ce sont des questions que je me suis posées dans tout ce projet-là. Et j'ai eu la chance de reproduire cette pièce, de reproduire ce cercueil. J'ai eu la chance aussi de travailler avec un super bon menuisier ébéniste professionnel. On a fait un cercueil sur mesure, avec une très, très belle finition. On a intégré un solarium professionnel avec toute la technologie, la sécurité. Donc l'idée, c'était vraiment d'en faire un objet praticable. D'accord. Un objet qui soit une installation qu'on puisse voir, mais qu'on puisse le pratiquer, qu'on puisse venir prendre des séances UV dans la galerie. Et voilà, malheureusement, on a fait tout pour que ça puisse arriver jusqu'à la pratique, mais il y a eu, disons, un petit blocage auprès du lieu d'exposition qui, pour des questions de sécurité, ne voulait pas que le public pratique cet objet-là. Donc jusqu'à maintenant, je n'ai pas réussi à arriver au bout de mon idée. Et c'est là où je dis que mes pièces ne finissent jamais. Ouais. Quand j'aurai l'occasion de la représenter et d'aller au bout de mes idées, ça sera encore une autre étape. Elle évoluera encore, la pièce. Elle sera plus figée. Elle sera plus qu'une sculpture. Les gens vont pouvoir vraiment vivre l'expérience, une expérience personnelle, faire une séance d'UV dans un musée ou dans une galerie. Une expérience qui est un peu hors du commun. Et c'est ça aussi que j'ai envie de partager avec mon public. Et vous parlez de foi, de croyances qui sont des thématiques qui vous touchent. Ça me fait aussi penser à une autre de vos œuvres qui s'appelle Kit Main Libre. Il s'agit d'une série de photographies où on voit des femmes voilées avec un smartphone. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ? Kit Main Libre, c'est une série que j'avais commencée en 2014 à Bruxelles et que j'ai revisitée il y a 2 ans aussi dans le cadre de cette exposition Dégrisement. Ce sont des portraits de femmes d'origine musulmane qui ont ce téléphone bloqué entre leur oreille et le foulard, qui est un geste qui, moi-même, m'avait choqué. C'est un geste que j'ai découvert ici, en Belgique. J'ai jamais vu ça ailleurs, en arrivant, je veux dire, ni au Maroc avant, ni en France. Maintenant, on le voit plus. Mais ça me questionnait sur l'idée de l'intimité et de la foi. C'est-à-dire que les femmes se voilent pour se protéger du regard et du monde extérieur. Mais ce téléphone arrive toujours à s'immiscer entre l'intime, le spirituel,
et le monde extérieur. C'est presque une espèce de court-circuit. Et oui, c'est un geste qui m'étonnait beaucoup. D'accord. Et donc, j'ai décidé d'en faire une série de photos avec des modèles, avec des femmes. Dans la dernière série que j'ai faite à Lyon, on est dans une esthétique presque de peinture. Ce sont des images faites en studio avec un photographe professionnel. On a travaillé vraiment l'esthétique. C'est là aussi où je reviens encore sur cette pièce-là parce que j'avais un autre regard, parce que j'avais d'autres moyens aussi. Je voulais aller encore presque à une autre étape et de créer une icône presque, de créer une icône contemporaine. Donc on voit ces femmes voilées avec ce téléphone sur un fond un peu de clair-obscur, un peu de peinture religieuse chrétienne classique, mais avec un geste très contemporain, des situations d'actualité, mais avec une esthétique historique. Quand je vous entends, je trouve que vous avez quand même un rôle d'anthropologue à travers votre travail d'artiste. Et je me demande où est-ce que vous trouvez vos sources ? Comment est-ce que vous vous informez ? Est-ce que ça vient uniquement de constats que vous faites en regardant la société ou est-ce que vous discutez avec des gens ? Comment ça se passe ? Ma recherche, elle se fait sur le terrain. Elle se fait au contact des populations, elle se fait au contact d'archives, dans la recherche de mémoire personnelle, de mémoire collective. Tout dépend, encore une fois, des sujets. Quand je travaille sur des sujets précis, je m'adresse à des professionnels aussi. Je travaille avec des universitaires, je travaille avec des chercheurs, avec des philosophes, des anthropologues. Voilà, je ne travaille pas que dans le monde de l'art. L'idée d'anthropologue, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et je le fais à ma manière. Je le fais de manière un peu plus accessible, on va dire. Disons que moi-même, je me situe dans la volonté de vouloir un peu traduire certaines choses de manière accessible, de manière plus fluide, plus simple, à un public plus large que celui du monde de l'art, et aussi varié, parce que les pièces que je crée ou les projets que je développe dans un contexte sont complètement différents d'un autre contexte. Ce que je vais faire en Belgique sera complètement différent au Maroc. Je peux me permettre d'être dans des pièces beaucoup plus conceptuelles si je suis invité par un musée d'art contemporain en Europe, et peut-être je vais être plus dans un rapport d'expérience ou d'interaction quand je serai dans un événement au Sénégal, par exemple, parce que je veux toucher, atteindre un autre type de public, on va dire. C'est une manière pour moi de trouver un peu un juste milieu entre l'idée, le concept, la forme et le contexte. C'est tout un travail d'équilibre, d'être au plus juste dans cette petite alchimie, on va dire, de mettre les bonnes doses de chaque chose pour que ça passe d'une manière ou d'une autre. Être au plus juste, c'est une belle conclusion. Et alors, pour terminer, j'aimerais aborder avec vous des questions qui ont souvent été posées par le journaliste et écrivain français Bernard Pivot, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc c'est le présentateur des émissions Culte Apostrophe et Bouillon de Culture qui ont été diffusées entre les années 70 et le début des années 2000. Et Bernard Pivot terminait systématiquement ses interviews par 5 questions. Et je les trouve chouettes, donc j'aimerais bien vous les poser. Alors, la première, c'est quel est votre mot préféré ? Je dirais l'échange. L'échange. Pourquoi ? C'est le carburant de ma vie, d'échanger avec les personnes, d'être dans le partage, de l'échange de savoir, l'échange d'expérience. Je puise plus dans l'échange humain que dans les bouquins ou dans... Donc, je dirais, c'est cette idée de partager, du savoir-faire, de partager des moments, de la connaissance. D'accord, super. Le mot que vous détestez ? Multiculturel. Multiculturel ? Je trouve que c'est un mot qui n'a pas de sens, ou qui n'a plus de sens, en tout cas qui est souvent manipulé, qui est un mot qui est souvent utilisé politiquement pour un peu camoufler beaucoup de problématiques dans la société. Votre drogue favorite ? La bœuf. La bœuf. Ok. Votre juron, gros mot ou blasphème favori ? Putain. Ouais, putain. Et qui pour illustrer un nouveau billet de banque ? Benoît Poelvoorde. Benoît Poelvoorde ? Ouais. C'est votre acteur préféré ? C'est plus qu'un acteur pour moi, c'est un personnage. C'est un vrai personnage avec... c'est un fou. J'aime bien ce personnage parce qu'il s'assume complètement dans tout ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est très généreux. Je trouve très généreux dans son travail, mais aussi humainement. C'est quelqu'un qui est très actif, qui est très fier aussi même de représenter la Belgique, de représenter la Belgique de manière internationale.
quelqu'un qui est très sensible aussi. Je me retrouve beaucoup en lui d'une manière, dans cette espèce de personnage un peu énervé de la vie, mais en même temps très créatif et très gentil, très doux et très généreux. Vous le connaissez personnellement ? J'ai jamais eu la chance de le rencontrer, mais j'aimerais bien. On va faire en sorte qu'il entende ce podcast. Avec plaisir. Younes Baba Ali, merci beaucoup pour cette rencontre. Merci à vous. Vous venez d'écouter le 3e épisode d'Élan d'artiste, un podcast qui interroge le lien entre art et société. L'écriture et la réalisation, c'est moi, Alix Dehain. Merci à Michael Remers pour la technique et à Fantôme pour la création musicale. Élan d'artiste est un podcast diffusé par We Tell Stories et soutenu par le Fonds pour le journalisme. N'hésitez pas à commenter, partager et liker ce podcast sur vos plateformes. Cela nous aide beaucoup à faire reconnaître notre travail. Et si vous souhaitez réagir à cette émission, vous pouvez m'écrire à l'adresse elandartiste@gmail.com. Merci pour votre écoute et à bientôt.